Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Chroniques européennes, l'émission de radio consacrée à l'actualité européenne et enregistrée ici au Parlement à Bruxelles. Alors on va aujourd'hui évoquer cette question cruciale du réchauffement climatique et les solutions que l'UE prévoit pour parvenir à la neutralité carbone d'ici quelques années ou quelques décennies. Alors pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir l'eurodéputé Pierre Larrouturou, élu en 2019 sur les listes du mouvement Place Publique. Bonjour et merci d'avoir accepté. Place Publique et Nouvelle Donne, pardon. Merci pour votre invitation. Et merci de l'avoir accepté. Alors, monsieur Larrouturou, vous êtes depuis longtemps engagé sur les questions du climat et du réchauffement climatique. Vous aviez, c'était en 2017, publié avec l'ancien vice-président du GIEC, Jean Jouzel, un ouvrage intitulé « Pour éviter le chaos climatique et financier », ouvrage qui a été récemment décliné en un plus petit format. Vous faisiez dans cet ouvrage un point sur les menaces que fait peser sur la planète le réchauffement climatique. On va commencer l'émission en évoquant tout cela. Vous proposiez aussi des préconisations pour essayer de lutter contre la carbonisation de l'économie, au moyen notamment d'un pacte climat et de la création d'une banque du climat pouvant soutenir les investissements dans ce domaine. Des initiatives qui ont fait leur chemin et dont certaines ont été endossées par la nouvelle commission qui rentrera normalement en fonction le 1er décembre. Alors si vous le voulez bien, monsieur Larrouturou, je vous propose de commencer en refaisant le point. Alors on en parle beaucoup du climat, etc. Mais dans la première partie de l'ouvrage de 2017, je le disais, vous reveniez sur cette situation critique de la planète en établissant les conséquences du réchauffement climatique en cours. Vous évoquiez dans cet ouvrage des perspectives de réchauffement de 2 à 5 degrés. Très récemment, des chercheurs français ont évoqué une hypothèse de réchauffement à 7 degrés à horizon de quelques décennies. Est-ce que vous pensez que c'est plausible et à quoi ça peut nous amener un réchauffement de 7 degrés? Hélas, tous les climatologues, j'ai la chance, comme vous l'avez dit, de travailler avec Jean Jouzel qui est, depuis 7 ans, qui est un des plus grands climatologues au niveau mondial. C'est Jean Jouzel et Claude Lorius qui ont fait les découvertes fondamentales il y a 35 ans sur le lien entre le CO2 et le dérèglement climatique. C'est pour ça qu'ils ont fait des analyses de la glace du pôle Sud sur 180 000 ans et ils ont montré de façon incontestable le lien entre le CO2 et le réchauffement. C'est pour ça que quelques années plus tard, Ronald Reagan, Thatcher ont dû créer le GIEC parce qu'il y avait une évidence. Donc ça veut dire quand même que ça fait en gros 35 ans que tout le monde sait vers quoi on va et qu'on met des rustines, qu'on fait du blabla, mais qu'on n'agit pas. Il y a quelque chose d'absolument scandaleux dans cette inertie des politiques. Et moi, je ne parle plus du réchauffement climatique, parce que dire qu'on va avoir 2 degrés ou 3 degrés de plus, aujourd'hui il fait froid à Bruxelles, moi je signe tout de suite si on me dit qu'il va faire 3 degrés de plus. Le problème, c'est qu'on va vers un dérèglement, c'est que le cycle de l'eau est en train de se dérégler complètement. Donc il y a des endroits où la sécheresse est terrible. J'ai passé 2 jours à Bamako, il m'a fallu un moment pour m'en remettre. Ils vous disent que le climat va faire autant il vous parle du sida climatique, la sécheresse qui est en ce moment au Sahel. On n'a jamais vu une telle sécheresse. Et par contre, quand il y a de l'eau, c'est des inondations terribles. En Espagne, là j'étais à Madrid la semaine dernière, il y a eu 5 morts en Catalogne. 3 semaines avant, il y avait eu 7 morts dans les inondations. Le cyclone Idai, en Afrique, a fait plus de 1000 morts. Au Japon, il y a 3 semaines, il y a eu 70 morts dans des inondations. Voilà. Donc, ce n'est pas un petit réchauffement, parce que si c'était tranquillou, 2 degrés de plus, on s'en fout. Moi, quand on me dit qu'on aura le climat de Barcelone, je signe tout de suite si c'est le climat de Barcelone. Non, c'est un dérèglement qui fait qu'on aura des énormes problèmes de récolte. La plupart des scénarios disent qu'en Afrique, les récoltes vont être divisées par 2, qu'à cause des problèmes de sécheresse, ou au contraire, quand l'eau arrive, il y a beaucoup trop d'eau. Les récoltes seront divisées par 2, alors que la population va doubler. Donc il n'y a pas besoin d'être un prix Nobel ou un génie pour comprendre, s'il y a 2 fois moins de nourriture et qu'il y a 2 fois plus de personnes, on va vers des catastrophes, on va vers un niveau de souffrance. Et ce n'est pas pour rien si le GIEC a eu le prix Nobel de la paix. Ils n'ont pas eu le prix Nobel de chimie ou de physique. Ils ont eu le prix Nobel de la paix parce que personne ne sait comment on peut gérer de façon fraternelle, non violente et de façon pacifique. Quand l'ONU nous dit qu'on aura au moins 150 millions de réfugiés climatiques, que si on ne fait rien, si on continue le blabla, on aura 150 millions de réfugiés climatiques dans 30 ans. Vous et moi, on espère être encore vivants dans 30 ans et ça va être l'horreur. Personne ne sait. Donc, la souffrance qu'il y a derrière, si les gens bougent, ce n'est pas pour le plaisir. Et personne ne sait comment l'Europe pourrait accueillir de façon fraternelle et non violente s'il y a 90 000 personnes qui traversent la Méditerranée parce qu'elles ont le choix entre crever sur place ou traverser la Méditerranée. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est encore possible d'agir. La bonne nouvelle, c'est qu'on sait quelles sont les solutions et que ça peut être une opportunité. Parce que pour gagner la bataille, il faut diviser par 2. Moi, j'en ai marre des objectifs en 2050 ou 2300. Il faut des objectifs atteignables dans les 10 ans qui viennent. Les climatologues vous disent que ce n'est pas un problème linéaire, qu'il y a des cercles vicieux. Je ne sais pas si on peut expliquer une courbe. À la radio, ça ne passe pas bien, mais ça, c'est l'évolution de la fonte de la glace au Groenland. La courbe en bleu, c'est en moyenne depuis 30 ans.
En moyenne, depuis 30 ans, il y avait à la fin de l'été, quand il avait fait très chaud, en juillet, en août, il y avait à peu près 20% de la glace qui avait fondu. 20% de la glace qui avait fondu. Et cette année, il y a eu 45% de la glace qui avait fondu déjà à la fin du mois de juin. Et c'est un cercle vicieux, parce que s'il y a moins de glace, il y a moins de surface blanche. On sait tous qu'une surface blanche, elle renvoie la chaleur, tandis qu'une surface noire, elle va absorber la chaleur. Donc le réchauffement climatique fait fondre la glace beaucoup plus vite que prévu. Et s'il y a moins de glace, on va encore plus absorber de chaleur. Donc les climatologues vous disent et disent aux politiques, mais arrêtez de mettre des rustines. La plupart des politiques, ils arrivent, ils sont au pouvoir pendant 5 ans, ils mettent quelques rustines et puis ils refilent le bébé au suivant. Et là, vraiment, il est encore possible d'agir, je le répète. C'est quand le... On ne sait pas, mais ça s'aggrave. Les feux de forêt, je vous ai donné l'exemple de la glace, mais les feux de forêt en Californie ou ailleurs, le volume de forêt qui crame chaque année, c'est 5 fois plus important que dans les années 30. En Californie, ils aiment bien leur forêt, ils font des études très précises. On a la courbe depuis 60 ans, et aujourd'hui, les volumes qui crament depuis 10 ans, c'est 4,5 fois plus important. Et là aussi, c'est un cercle vicieux. Une forêt qui est belle et qui grandit, elle va stocker du CO2. Une forêt qui crame, elle va envoyer du CO2 dans l'atmosphère et elle va devenir une surface noire. Pareil pour le permafrost qui se décongèle autour du pôle Nord. Le permafrost qui se décongèle, la matière organique se met à pourrir, elle envoie du méthane. Et le méthane, il a un pouvoir réchauffant de dérèglement climatique beaucoup plus important que le CO2. Donc les climatologues disent, mais arrêtez de faire des conférences où on parle et puis on ne fout rien. Il faut agir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il faut faire et qu'on pourrait vivre mieux. Nicolas Hulot avait dit, je voudrais 7 milliards chaque année pour isoler toutes les maisons. Je voudrais de l'argent pour faire des transports en commun. Je voudrais de l'argent pour aider à changer le modèle d'agriculture. L'autre jour, j'étais au Bec et Loin avec Charles et Perrine. Je ne sais pas si vous avez vu le film Demain de Cyril Dion. Ce film est assez génial. Et un des exemples que donne Cyril Dion, c'est la ferme du Bec et Loin, qui a été créée par Charles et Perrine. C'est juste génial. C'est une ferme où il n'y a pas 1 gramme de pétrole qui est consommé, pas 1 gramme de pesticides ou de produits chimiques. Et l'argent qu'ils ne mettent pas dans le pétrole et dans les produits chimiques, ils l'ont mis pour embaucher du monde. Donc c'est une ferme où il y a beaucoup plus de salariés que d'habitude. Et vous voyez, d'abord, c'est beau. Il y a un sentiment d'équilibre. Et dans toutes les productions, sauf pour le moment pour les céréales, ils sont tout à fait honnêtes, dans toutes les productions, sauf pour les céréales, on a des rendements meilleurs que dans l'agriculture classique, sans 1 gramme de pétrole. Donc on sait ce qu'il faut faire, simplement il faut l'amorcer. Pour le logement, il faudrait isoler tous les bâtiments publics et privés. Et là, encore une fois, on nous dit que ça peut créer 5 millions d'emplois en Europe, que si on fait les choses sérieusement, on peut créer 5 millions d'emplois, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle, et qu'à titre perso, on va y gagner en confort et en pouvoir d'achat. J'étais l'autre jour à Grenoble, dans les Alpes. J'ai vu un monsieur qui vit dans un HLM, un logement social depuis 20 ans. Et il me dit, ça y est, depuis 2 ans, on a isolé mon immeuble. J'ai beaucoup moins chaud l'été. J'ai beaucoup moins froid l'hiver et je gagne 800 € chaque année sur mes dépenses de chauffage. C'est très concret. Un monsieur d'une famille modeste qui dit c'est beaucoup plus confortable pour moi et pour mes enfants et je gagne 800 € chaque année. Et simplement, le maire de Grenoble dit qu'il est super content. Éric Piolle dit je suis très content de ce que j'ai fait, mais je peux faire seulement 3 immeubles chaque année. Si j'avais des financements européens, je pourrais faire beaucoup plus. Donc nous, ce qu'on dit avec Jean Jouzel et avec plein de gens, c'est qu'il y en a marre de ce décalage qui devient insupportable entre les discours et la réalité. Et que l'argent, il existe. Je ne veux pas être trop technique, mais par exemple, la Banque Centrale Européenne, la Banque Centrale vient de dire qu'elle va créer 240 milliards dans l'année qui vient. Autrefois, quand j'étais petit, on appelait ça la planche à billets. Maintenant, on met des mots chics pour que les gens se disent « je comprends rien, donc vaut mieux pas que je m'en mêle ». On appelle ça le quantitative easing. Donc les gens se disent « le quantitative easing, je n'y comprends rien, on les laisse faire ». Mais c'est juste effectivement de la création monétaire. Et donc la Banque centrale va créer 240 milliards en 1 an. C'est énorme. Je vous rappelle, Nicolas Hulot, il voulait 7 milliards. Et Nicolas, il a démissionné parce qu'on lui a dit « 7 milliards, tu n'y penses pas, c'est beaucoup trop ». Et la Banque centrale va créer 240 milliards. Et est-ce qu'on laisse cet argent aux banques ? Et on sait, parce que la Banque centrale, ça fait 5 ans qu'elle avait déjà fait du quantitative easing, et on sait que quand on laisse les banques libres de faire ce qu'elles veulent, il y a seulement 11% qui va dans l'économie réelle et presque 90%, 90%, comme on dit à Bruxelles, qui va à la spéculation. Donc est-ce qu'on continue à alimenter la spéculation jusqu'à la prochaine crise financière? Et le FMI nous dit que n'importe quand, qu'on n'a rien réglé depuis 2008. Est-ce qu'on est assez stupide, comme les lapins qui voient le camion arriver, et on sait qu'on va se le prendre, mais on est tétanisé? Ou est-ce qu'on est capable de se dire, l'argent de la Banque centrale, au lieu de le mettre à la spéculation, on le met dans une banque du climat, on met les 240 milliards, et ça va créer des emplois. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne savent qu'elle a de l'argent qui arrive pendant 30 ans chaque année. Et donc on peut aussi
changer la loi et dire par la loi que tous les bâtiments doivent être isolés, dire s'il y a du financement qui aide les gens, si on règle les problèmes de formation, on peut dire dans chaque pays, par la loi, dans 20 ans, tous les bâtiments doivent être isolés, dans 20 ans, tous les agriculteurs doivent avoir transformé leur système, comme Charles et Perrine, et on sait que pendant 3 ans, il faut des aides. Au début, quand vous changez de modèle agricole, pendant 3 ans, c'est moins rentable, il y a besoin d'une aide pour expliquer aux gens comment on fait, puis d'une aide financière. Donc, encore une fois, si vous sentez un peu de stress dans ma voix, c'est que a priori, on va vers une catastrophe. Si on ne change pas, si on n'est pas capable d'un sursaut, on va vers une catastrophe. Une autre raison pour laquelle on va vers une catastrophe, c'est qu'on va vers une crise financière. Le niveau de dette, le niveau de spéculation... Oui, parce que vous associez toujours climat et finance. Mais c'est que ce système est fou. Ce système est fou. L'autre jour, on a fait un colloque ici à Bruxelles et le pape, on avait le conseiller climat du pape François, on avait en même temps des francs-maçons et le conseiller du pape qui venait du Vatican, en même temps le patron des syndicats européens et des chefs d'entreprise. Et vraiment, c'est l'ensemble de ce système qu'il faut revoir. Un système qui détruit, qui provoque autant de précarité, autant de pauvreté, un système qui a besoin d'autant de dettes. L'an dernier, aux États-Unis, il a fallu 2600 milliards de dettes en plus, 2600 milliards de dollars de dettes en plus pour maintenir la croissance. Ce système, il faut complètement le reconstruire. Simplement, est-ce qu'on attend que tout pète, que tout explose, flambée du chômage, flambée des populismes, on oublie le climat et dans 5 ans, on se dira c'est trop tard pour le climat? Ou est-ce qu'on se dit, vous savez, il y avait un très beau discours de Kennedy, le président américain, qui dit c'est pas quand l'orage a éclaté qu'il faut réparer le toit de la maison. Il vaut mieux réparer le toit de la maison quand il y a encore du soleil. Donc nous, ce qu'on dit à Mme von der Leyen, la prochaine présidente de la Commission, ce qu'on dit à nos amis commissaires, voilà, ce que je dis aux autres députés de mon groupe, mais des autres groupes, c'est mais putain, purée, on arrête les rustines, on arrête de se faire plaisir, on sent tous qu'il faut un changement complet. Est-ce qu'on est capable, dans les semaines qui viennent, d'accoucher d'un nouveau modèle? Alors justement, il y a un Green Deal qui a été proposé. Est-ce que vous avez l'impression que cette nouvelle commission, elle va endosser une partie au moins de vos propositions? La bonne nouvelle, c'est que Ursula von der Leyen, donc pour ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, c'est la nouvelle présidente. Avant, il y avait Barroso. Avant, il y a très longtemps, il y avait Jacques Delors, qui avait été un très grand président. Là, c'était Jean-Claude Juncker depuis 5 ans. Et là, la nouvelle présidente a dit, elle a fait un très beau discours en juillet pour dire ma priorité, c'est le climat. Je veux diviser par 2, je veux réduire de 50 ou 55% les émissions dans les 10 ans qui viennent. Donc, génial. C'est vraiment un changement. Elle a même dit qu'elle voulait faire une loi climat dans les 100 premiers jours. C'est du jamais vu. Voilà. Juste le problème. Donc moi, je l'ai applaudi, mais le problème, c'est que comme député, j'ai auditionné, je suis membre de la commission du budget, je suis un de ceux qui a auditionné le commissaire qui va s'occuper du financement, et on a un niveau de flou ou de blague, pour être poli, qui est insupportable. La Cour des comptes européenne, c'est pas des rigolos, la Cour des comptes européenne dit que si on veut gagner la bataille du climat, il faut chaque année 1100 milliards au niveau de l'Europe. C'est ce que vous proposiez dans la... Ça tombe bien, vous avez raison, avec Michel Rocard en 2012, c'était notre slogan, on dit avec Michel Rocard, l'ancien Premier ministre français, qui était un homme sérieux, qui disait « Pour sauver les banques, en 2008, on a mis 1000 milliards, il faudrait mettre aussi 1000 milliards pour le climat. » C'est ce qu'on disait. Certains disaient « Non, vous n'êtes pas sérieux, c'est un slogan, voilà. » Mais ça tombe bien, la Cour des comptes européenne, ce n'est pas des rigolos, la Cour des comptes européenne dit que si on veut gagner la bataille, financement privé et public confondu, il faut chaque année 1100 milliards d'euros. 1100 milliards. Et le commissaire Dombrovskis, l'autre jour en commission du budget, m'a répondu qu'il espérait entre 10 et 15 milliards. Voilà. C'est 100 fois moins. C'est juste 100 fois moins. Et il les espère. Ce n'est même pas une garantie. Donc nous, ce qu'on dit à Mme von der Leyen, c'est que ça n'est pas sérieux. On dit, vous êtes aussi une femme politique, vous avez des enfants, vous êtes médecin, vous savez qu'il y a un moment où on peut aller vers des tragédies. Donc, est-ce qu'on est là pour rigoler? Est-ce qu'on a le droit de perdre encore 5 ans? Ou est-ce qu'on est obligé de réussir? Et donc, avec un certain nombre de députés, on dit, nous voulons des garanties avant, parce qu'on doit bientôt donner le feu vert, il y a un vote qui est bientôt organisé pour est-ce que le Parlement donne son feu vert à la nouvelle commission. Et on dit, le problème n'est pas Tartempion ou Tartemuche, parce que dans ce Parlement, on s'engueule pour savoir qui va être à tel poste. Le qui fait quoi, on n'a pas beaucoup, c'est pas vraiment le sujet. Sylvie Goulard a été remerciée parce qu'il y avait des problèmes d'éthique personnelle, mais en gros, bientôt, on aura fini ce qu'on appelle les auditions. On saura qui est à quel poste. Mais nous, l'essentiel, c'est quel est le niveau d'ambition. Pour le climat, est-ce qu'on met 10 milliards ou est-ce qu'on en met 1000? Voilà. Et donc, on a fait des propositions et on espère rencontrer Mme von der Leyen dans quelques jours pour dire on arrête les blagues. Aucun de nous n'a les solutions, ni moi, Pierre, ni le groupe social-démocrate, ayons un peu de modestie, mais est-ce qu'on peut prendre quelques semaines pour réfléchir? Nous, on fait 3 propositions pour arriver à financer le Green Deal. Il y a le pacte climat, évidemment, mais notre deuxième proposition, c'est ce qu'on appelle la loi FATCA Climat.
Vous vous souvenez peut-être que Barack Obama, en 2010, avait fait la loi FATCA aux États-Unis pour lutter contre l'évasion fiscale. À l'époque, ce n'était pas le problème du climat, mais c'était très intéressant parce que Barack Obama a fait une loi qui dit qu'aucune banque ne pourra travailler sur le territoire américain si elle n'est pas totalement transparente pour le fisc. Donc les banques étaient furieuses, il y a eu 8 mois de bras de fer, mais Barack Obama a tenu bon. Et aucune banque, qu'elle soit américaine ou qu'elle vienne de Shanghai ou du Liechtenstein, aucune banque ne peut avoir la moindre activité aux États-Unis si elle n'est pas totalement transparente. Et du coup, le fisc américain a récupéré des milliards. Et donc nous, on voudrait que dans la loi von der Leyen, qu'elle nous promet sur le climat, qu'il y ait une loi FATCA climat qui dit qu'aucune banque, aucune assurance ne pourra travailler sur le territoire européen. Premièrement, si elle n'est pas totalement transparente. Est-ce qu'elle finance du fioul? Est-ce qu'elle finance du charbon? Premièrement, transparente. Deuxièmement, que d'ici 1 an ou 2, elle arrête les nouveaux investissements fossiles et qu'en 5 ans, le temps du mandat, tout ce qu'elle avait mis dans des investissements d'énergie fossile, le pétrole, le charbon, le gaz, elle les bascule vers des investissements qui sont bons pour la planète. Donc première idée, le pacte climat, c'est en gros 400 milliards chaque année avec 2 outils. Deuxièmement, la loi FATCA climat. Et troisième idée, c'est qu'on arrête les exonérations, les cadeaux sur le kérosène des avions. Si vous devez prendre la voiture pour aller au boulot le matin, vous allez payer des taxes sur l'essence. Et par contre, si vous, pour le fun, vous allez en week-end à Florence ou à Miami, j'en sais rien, enfin, vous prenez l'avion et là, c'est quasiment gratos, il n'y a aucune taxe. Et là, ça n'avance pas. Mais il y a des lobbies, je ne vais pas vous... Voilà, oui, quand Nicolas Hulot démissionne, il dit qu'il y a une inertie du pouvoir, il y en a qui n'ont pas compris, il y en a qui s'en foutent, et puis il y a des lobbies qui veulent continuer à vendre du kérosène, on n'est pas dupes. Voilà. Donc simplement, il y a une volonté politique. Encore une fois, quand Roosevelt arrive au pouvoir, quand Kennedy arrive au pouvoir, il montre qu'un politique peut avoir une volonté. Quand Kennedy dit « We choose to go to the moon », nous avons décidé d'aller sur la Lune, eh bien, il a décidé. Le budget de la NASA, c'est x15. L'autre jour, j'ai dit ça en commission du budget, mais purée, quand Kennedy arrive, le budget de la NASA, c'est x15. On crée 400 000 emplois et on a gagné la bataille de la Lune. Peut-être que sauver la planète est encore plus important. Et là, certains étaient d'accord, heureusement, mais d'autres étaient tétanisés parce qu'on a l'habitude ici de déplacer 0,001%. Il faut dire que le budget européen est quand même assez ridicule, en fait. Il est assez ridicule, mais ce n'est pas une fatalité. Donc, je vous ai donné l'exemple de Kennedy, mais notre exemple, c'est Roosevelt. Moi, je me suis d'un parti qui s'appelle Nouvelle Donne. Le monde a changé, mais le New Deal de Roosevelt, il est vieux, il est paralysé, mais il fait passer 15 réformes en 3 mois. Il a sauvé la cohésion sociale, il a sauvé la démocratie, Roosevelt, aux États-Unis, au moment où l'Allemagne et l'Europe vont vers la barbarie. Roosevelt fait la preuve que le politique peut agir pour le bien commun, peut faire reculer les lobbies et peut transformer un pays. Et dans les choses que fait Roosevelt, c'est pour répondre à la crise sociale, le budget fédéral va être triplé. En quelques années, il va tripler le budget fédéral et il le finance avec des taxes sur les plus riches et des taxes sur les bénéfices. Et l'Amérique va fonctionner. Et après ça, pour gagner la guerre contre les nazis et contre les Japonais, Roosevelt fait encore x4. Donc Roosevelt, en 10 ans, le budget fédéral a été multiplié par 12. J'ai expliqué ça l'autre jour dans l'hémicycle. Voilà, Kennedy, le budget de la NASA, c'est x15. Roosevelt, le budget de l'ensemble du pays, c'est x12. Et il a financé d'abord par la fiscalité et puis après ça en utilisant l'argent de la Banque centrale lui prêtait à taux négatif. Est-ce que Kennedy était fou ? Est-ce que Roosevelt était fou? Est-ce qu'ils ont ruiné leur pays? Non, c'était des hommes qui avaient des visions. Donc, est-ce qu'on est capable, pour l'Europe, si on veut gagner la bataille du climat, d'y mettre les moyens? Et quand vous dites ça dans l'hémicycle, vous êtes suivi au-delà des socialistes? Merci, vous pensez que je suis seul? Non, je rigole. Heureusement. Est-ce qu'au-delà non, mais écoutez, je suis député depuis 3 mois. Au-delà des clivages habituels, est-ce que ça commence vraiment à rentrer, quoi? Premièrement, je suis député depuis 3 mois. Deuxièmement, je parle trop vite et donc les traducteurs ont des problèmes. Donc, mais globalement, ce petit bouquin, on a traduit en anglais, en espagnol, et tout le monde peut le trouver en librairie. Voilà. Bon, ceux qui ont des soucis, on peut vous l'envoyer gratos si vous voulez. Vous m'écrivez au Parlement, vraiment. Mais ça bouge. Mais le problème, honnêtement, ça bouge. J'ai rencontré 4 commissaires, là, des gens, donc des futurs commissaires, des gens importants, qui chacun, au bout d'1 heure, me dit « Écoute, Pierre, tu as vraiment raison. Il faut qu'on arrête les blagues, il faut qu'on arrête les blabla, il faut qu'on arrête les rustines. » Mon souci, c'est que j'ai vraiment peur qu'il y ait une crise financière dans 3 mois, 6 mois, 9 mois, qu'il y ait une flambée du chômage. Déjà, avec Barack Obama, quand Barack Obama était là, déjà, on a quand même eu une crise financière avec des gros problèmes sociaux. Alors, en plus, avec un gars comme Donald Trump à la Maison-Blanche, vous imaginez le niveau de coopération qu'on aura. Donc c'est pour ça, est-ce que l'Europe est capable, dans les semaines qui viennent, de se mettre autour d'une table pour qu'on invente un système de protection de l'emploi? Il y a la question du climat, évidemment, mais il faut éviter une flambée du chômage. En Allemagne,
il y a un système très intelligent qui évite les licenciements. En Allemagne, en fait, il y a deux choses très différentes et beaucoup de gens les mélangent. Il y a une chose catastrophique, c'est les petits boulots. Ça, c'est en 2004, les petits boulots, la réforme Hartz. Il y a encore 7 millions d'Allemands, 7 millions qui vivent avec des boulots à 450 €. Ça, c'est inacceptable. 1 euro, hein, c'était ça. Hein. Oui, ouais. oui, mais donc 7, encore aujourd'hui, je pensais que c'était des chiffres exagérés. L'autre jour, le ministre du Travail a donné les chiffres au Bundestag. 7 millions d'Allemands, donc 4 500 000 qui n'ont que ça, 450 €. C'est juste scandaleux dans un pays aussi riche que des gens, voilà. Mais par contre, en 2008, quand la crise éclate, les Allemands ont tout fait pour protéger l'emploi industriel. En gros, ils acceptent la précarité dans les services, mais ils ont tout fait pour protéger l'emploi industriel. Ils ont mis en place un système qu'on appelle le Kurzarbeit, travailler moins pour licencier moins, en disant si une entreprise a 30% de travail en moins, au lieu de couper 30% des effectifs, elle garde tous les salariés, tout le monde garde son boulot et on baisse le temps de travail de 30%. On baisse les salaires pour rester efficace, mais Angela Merkel a mis des milliards pour maintenir les revenus. Les gens gardaient leur boulot et entre le salaire et le chèque qu'ils recevaient du gouvernement, ils gardaient 98% du revenu. 98%. Et il y a 1 500 000 Allemands, 1 500 000 salariés qui ont profité de ce système. Au lieu d'être licenciés, on garde son job, on travaille moins, on peut avoir de la formation sur le temps libre et on garde 98%, 98% du revenu. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que bravo, ce qui a été fait en Allemagne, mais est-ce qu'on est capable, puisque le FMI nous dit qu'on va avoir une nouvelle crise financière, est-ce qu'on est capable de créer un bouclier emploi, une des propositions qu'on a mises sur la table les députés français, et on a des amis en Allemagne, en Espagne, en Italie qui sont d'accord, évidemment, c'est de dire, puisque le FMI nous dit qu'on va avoir une nouvelle crise financière, est-ce qu'on est capable, dans les semaines qui viennent, d'inventer un système de bouclier emploi qui fait qu'au lieu de déboucher sur des licenciements massifs, sur une flambée du chômage, des populismes, une souffrance, on l'oublie, mais rien qu'en France, le chômage fait 15 000 morts chaque année. On l'oublie. Vous et moi, on a la chance d'avoir un boulot et d'être bien payé. Mais l'INSERM dit que le chômage, en tant que tel, fait 15 000 morts en France. Donc vous imaginez, si on a une flambée du chômage, qu'est-ce que ça va donner? Donc voilà pourquoi, et j'invite les citoyens à nous aider, à pousser les politiques à l'audace, parce que c'est très bien d'aller voter une fois tous les 5 ans, mais il ne faut pas après ça que les citoyens se détournent de ce qui se passe. Il y a des mouvements citoyens qui ont lancé des campagnes en disant « nos garanties, nos votes ». Il y a les amis de Greta, tout à l'heure je vais déjeuner avec les amis de Greta, les Justement, étudiants. J'imagine que ça vous aide largement, un travail de conviction. Bien sûr, ça nous aide beaucoup. L'autre jour j'étais avec Nicolas Hulot, le journal Le Soir, qui est le grand quotidien à Bruxelles, m'avait invité devant une très belle salle là où Jacques Brel chantait autrefois 800 personnes, et j'étais avec Nicolas Hulot en débat, en fait, on était d'accord avec Nicolas Hulot, et au premier rang, il y avait le chef des écolos, et puis il y avait le ministre de l'économie, et le belge. Et le ministre de l'économie a dit qu'à cause des mouvements d'étudiants, à cause de tous les jeunes, Adélaïde, Hanouna, tous les étudiants qui sont dans la rue tous les vendredis, il avait lu ce petit bouquin. Il a dit, je l'ai lu en une nuit, je pensais que les chiffres étaient faux. Quand j'explique que la Banque centrale a déjà créé 2600 milliards, le ministre de l'économie pensait que les chiffres étaient faux. Il a demandé à ses services de vérifier. Il racontait ça. J'ai demandé à mes services, et comme tous ces chiffres sont vrais, il faut rassembler tous les partis, sauf l'extrême droite, autour de ce projet. Donc heureusement qu'il y a les mouvements citoyens, mais surtout, il faut continuer les mouvements citoyens, toutes les actions non violentes qui disent aux politiques, maintenant, on arrête les blagues, on passe à l'action. Et ça ne vous inquiète pas, parce que là, on parle de l'Europe, mais ce travail doit se faire au niveau international. Et quand vous voyez que des populations aux États-Unis ou au Brésil votent pour des Trump ou des Bolsonaro, vous vous dites comment on va y arriver? Mais je me dis que si l'Europe est quand même la première puissance économique mondiale. Donc écoutez, je suis optimiste, mais je ne pense pas changer Donald Trump. Là, je suis à jeun, vous me prenez un moment où je suis très raisonnable. Donc je n'ai pas à vous faire croire, je suis plutôt optimiste, mais vous faire croire que je vais changer Trump ou Bolsonaro, non, là, ce serait quand même peu crédible. Par contre, si l'Europe, et j'insiste là-dessus, l'autre jour j'étais à Madrid avec le conseiller Pedro Sanchez, et Alvarez me disait, beaucoup de gens te disent c'est compliqué parce qu'il faut l'unanimité, mais c'est du pipeau. On sait très bien qu'on n'a pas besoin de l'unanimité. Par exemple, pour Schengen, l'espace Schengen, le fait de pouvoir se promener sans avoir des frontières, au début, il y avait seulement 5 pays. Seulement 5 pays, on a commencé. L'année suivante, on était 8, et maintenant, on est 26. Pour la monnaie unique, on n'a pas attendu l'unanimité. Du point de vue juridique, tout ce qu'on propose peut être fait même s'il y a seulement 9 pays au début, ce qu'on appelle une coopération renforcée, je ne vais pas être trop technique, mais l'Europe, soit on avance à 28 ou à 27, si l'Angleterre s'en va, et c'est possible. Avant-hier, j'ai rencontré le ministre polonais du climat, Michał Kurtyka, et qui en fait maintenant nous soutient. C'est nouveau, mais depuis quelques semaines, on a en même temps la ministre espagnole qui est socialiste qui nous soutient, Pedro Sanchez qui nous soutient. En France, on a 5 anciens premiers ministres qui nous soutiennent, 2 de droite et 3 de gauche. Au début, Alain Juppé avait dit non, mais depuis quelques semaines, un lundi matin, Alain Juppé m'appelle en disant « Monsieur Larrouturou, j'ai lu votre livre pendant ce week-end, je suis convaincu, comment je peux vous aider ?» On a en même temps la maire de Madrid qui est de Podemos, on a été reçu par le pape et en même temps les francs-maçons. Donc, mais Emmanuel Macron n'a pas encore lu le livre. Non, je pense qu'il n'a pas le temps. Je vais lui renvoyer pour la 8e fois. Mais voilà. Non, c'est un vrai. Non, mais je rigole pas.
vraiment troublant. Je ne comprends pas pourquoi Angela Merkel, pourquoi Emmanuel Macron, pourquoi les autres ne le mettent pas sur la table de négociation. Quand l'Europe, elle est née avec le charbon et l'acier. Il a suffi de 2 semaines. 2 semaines, l'histoire montre, quand Jean Monnet en parle à Schuman, entre le moment où Jean Monnet va à la gare de l'Est en disant à Schuman, j'aimerais vous parler d'un projet, et le moment où Adenauer dit oui, le chef des Allemands, il s'est passé 2 semaines. Ça fait des décennies qu'on se faisait la guerre. Il y avait eu des millions de morts, des millions de familles qui avaient la haine. Eh bien, en 2 semaines seulement, Schuman et Adenauer décident pour que la guerre ne soit plus possible, on va mettre ensemble le charbon et l'acier. Ils ne savent même pas combien il y a d'entreprises concernées. Et les actionnaires ne sont même pas prévenus. Et les actionnaires vont l'apprendre par les journaux. Voilà. Mais Schuman et Adenauer comprennent que pour sauver la paix, il faut prendre une décision révolutionnaire. La guerre ne sera plus possible parce que le charbon et l'acier de l'Allemagne et de la France, à chaque fois qu'on faisait la guerre et qu'on gagnait, on prenait le charbon et l'acier de celui qu'on avait écrasé pour l'écraser encore plus fort la fois suivante. C'est le cercle vicieux. Et donc là, en 2 semaines seulement, Schuman et Adenauer prennent une décision historique. Pourquoi est-ce que Merkel et Macron et les autres ne sont pas capables sur le climat de prendre une décision historique? Donc, je ne juge pas les personnes, moi je continue à faire mon job. Vous connaissez la théorie de la stratégie du dentifrice. Il faut en même temps débloquer le bouchon et appuyer. Si vous appuyez très fort mais que le bouchon est coincé, le dentifrice ne sortira pas. Et si vous débloquez le bouchon et que vous n'appuyez pas, voilà. Donc stratégie hautement intellectuelle, stratégie du dentifrice. Comme député, je fais mon job. J'espère voir Ursula von der Leyen bientôt. Je vous ai vu 4 commissaires. Je vois les ambassadeurs, je fais des argumentaires, je parle plus lentement, j'arrive avec mes graphiques. Mais s'il n'y a pas une pression des citoyens, on peut aussi s'engager à Nouvelle Donne, c'est aussi une des façons de s'engager et de nous soutenir. Mais s'il n'y a pas un engagement des citoyens, dans la vie, d'une façon ou d'une autre, on n'y arrivera pas. Et est-ce que pour cette problématique, les COP sont encore un outil adapté? On a vu là, la dernière COP qui a été annulée au Chili, qui va peut-être avoir lieu à Madrid. Est-ce que c'est encore quelque chose Alors oui et non. C'est-à-dire qu'avec Trump et Bolsonaro, personne ne pense qu'on aura un accord international. Mais mon rêve, et je ne peux pas en parler parce que c'est à l'échelle d'État de le faire, c'est est-ce que l'Europe crée la surprise? Moi, mon objectif, et c'est pour ça que j'étais à Madrid la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai vu le ministre polonais avant-hier, c'est est-ce que l'Europe, c'est trop facile de se moquer de Trump, c'est trop facile de dire, au moins Trump, il est cohérent. Au moins, Trump, il dit le climat, on s'en fout, donc on s'en fout. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est monstrueux, c'est catastrophique, mais c'est cohérent. Tandis que Merkel, Macron et les autres disent le climat, c'est la priorité. Donc, le seul intérêt de la COP qui a lieu dans un mois pile à Madrid, c'est est-ce que l'Europe arrive en disant nous, on prend le taureau par les cornes. Nous, les 240 milliards de la Banque centrale, on les met sur le climat. Et je fais le pari que si l'Europe dit ça, le Japon, dans 6 mois, fera pareil. Parce que le Japon a tous les mois des catastrophes climatiques, soit des inondations, soit des typhons avec des dizaines de morts. Et le Japon a aussi une banque centrale qui fait beaucoup trop d'argent. Et l'argent de la banque centrale du Japon va aussi à la spéculation au lieu d'aller à l'emploi. Donc si l'Europe, et je répète, même s'il y a seulement 10, 12 pays, on peut avancer. Si l'Europe annonce, en arrivant à la COP, qu'elle prend des décisions et que dans quelques mois, l'argent va arriver pour isoler les maisons, pour développer des transports en commun, pour changer de modèle d'agriculture, je suis persuadé que dans les 6 mois qui viennent, le Japon fera pareil et qu'il y aura un effet de domino. On parle souvent de l'effet de domino quand il y a des catastrophes. S'il y a une banque qui fait faillite, il y aura 3 banques autres qui vont faire faillite. Mais l'effet de domino, il peut être positif. Si l'Europe montre qu'on peut vivre bien, créer des emplois, faire des économies sur les dépenses de chauffage et sauver la planète, les autres zones du monde. Et donc, nous, on veut qu'il y ait un financement en Europe et en Afrique. On n'en a pas encore parlé, mais on propose qu'il y ait un plan Marshall pour l'Afrique très ambitieux. L'Europe et l'Afrique, c'est 2 continents voisins. Il y a juste une petite flaque, la Méditerranée, qui nous sépare. Et on a une grosse responsabilité, l'Europe. Si on fait le bilan depuis 2 siècles, c'est nous qui sommes les numéros 1 pour les émissions de CO2. Et en Afrique, ils ont fait très très peu de CO2 et eux, ils souffrent déjà beaucoup plus que nous. Donc pour plein de raisons, il faut que l'Europe aide l'Afrique à réussir sa transition. Et donc je suis persuadé que si l'Europe accélère et montre que c'est possible, eh bien, il y aura un effet de domino positif. Et celui qui va remplacer Trump, ou celui ou celle qui va remplacer Trump, parce que ce monsieur va quand même un jour partir, dira on a été bien couillon de ne pas faire comme l'Europe. Et vous dites l'Europe doit être exemplaire et chaque Européen doit aussi l'être. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Ce sera peut-être pour terminer. Même un bon Béarnais comme moi qui était biberonné au jambon de Bayonne, on doit pouvoir passer un jour ou 2 sans viande. On y arrive. Il y a des très bons plats sans viande. On ne prend plus l'avion. Là, je suis allé à Madrid, hélas, en avion parce que c'était compliqué. Mais sinon, dans ma vie familiale, on est tous d'accord avec les enfants et avec ma femme pour ne plus jamais prendre l'avion pour les vacances. On a la chance d'avoir des transports en commun. Mais donc, dans sa vie quotidienne, on peut très bien limiter
limiter la consommation. Là, j'ai pris une belle chemise parce qu'on m'a dit que c'était filmé, mais avant-hier, j'avais une chemise qui était complètement élimée. Mais c'est pas grave. Si on jette à chaque fois qu'on a une chemise ou une robe qui est un peu élimée, si on la fout à la poubelle, la consommation de textiles, ça nécessite de l'énergie et de l'eau. Donc chacun de nous, dans sa vie quotidienne, peut avoir un peu de frugalité. Donc et on peut vivre très bien. À manger moins de viande et à moins prendre l'avion. Oui, mais tout à fait, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut chacun de nous, dans sa vie personnelle, fasse un effort. On peut vraiment, sans problème, y compris les enfants, les adolescents, manger moins de viande. On peut ne pas prendre, il y a de très belles vacances en France ou en Europe, mais il faut aussi se battre pour une transformation collective. On aura le cœur du problème, c'est l'efficacité énergétique dans les transports, c'est faire des transports en commun. Moi, je viens des Pyrénées, mais je suis désolé, mais s'il n'y a pas des transports en commun ou s'il n'y a pas des systèmes pour faire du télétravail, quelqu'un ou quelqu'un qui a un boulot à Argelès ou à Lourdes, il prend sa voiture tous les matins depuis Cotteret. Donc, s'il n'y a pas des systèmes pour faire du travail à distance ou des systèmes de transport en commun ou les deux, on continuera à devoir prendre sa voiture. L'Europe, est-ce qu'il y a un effort de recherche dans ce qu'on propose? Il y a 10 milliards chaque année pour la recherche. L'Europe a mis des milliards pour faire Airbus, l'Europe a mis des milliards pour faire Ariane, et ça a été des succès. Est-ce qu'on met des milliards pour améliorer le stockage des énergies renouvelables? Est-ce qu'on met des milliards pour inventer une voiture qui va consommer moins? Bien sûr, il faut prendre son vélo, bien sûr, il faut prendre les transports en commun, mais il y a tous des moments où on a besoin d'une voiture personnelle. Est-ce que dans 10 ans, on a une voiture qui sera beaucoup moins lourde, un peu moins rapide, mais qui va quand même avancer, et avec des renouvelables? Et quand vous voyez le nombre de jeunes qui ont fait des études, qui ont fait un doctorat là-dessus, et parce que le CNRS n'a pas d'argent, on ne va pas les embaucher. Moi, j'aimerais qu'on mette de l'argent. Encore une fois, quand Kennedy veut aller sur la Lune, le budget d'un NASA, c'est x15 et il crée 400 000 emplois. Et le pays se retrouve derrière ce projet et tout le monde profite des retombées technologiques. Donc Kennedy n'était pas un malade mental, il a réussi un projet. Est-ce qu'on est capable, en Europe, d'investir autant sur la recherche et aussi sur l'efficacité énergétique? Eh bien, souhaitons qu'on trouve notre nouveau Kennedy ou notre nouveau Roosevelt. Mais ça dépend des citoyens. Encore une fois, là, on fête je finirai là-dessus, on fête les 30 ans du mur de Berlin. Si on avait attendu les grands chefs, si on avait attendu que les ministres fassent tomber le mur de Berlin, je pense que le mur de Berlin serait encore là. C'est des gens comme vous et moi. Václav Havel a un texte magnifique. Václav Havel, le tchèque, a une phrase magique. Juste après la chute du mur, il dit « Le peuple s'est réveillé avec une rapidité bouleversante. Il veillait, il attendait le moment propice. » Et Václav Havel dit « Chacun de nous peut changer le monde, même s'il croit qu'il n'a pas la moindre importance. Chacun de nous peut changer le monde. » C'est des gens entre guillemets, sans importance, qui ont fait tomber le mur de Berlin. Au début, ils étaient 2, ils étaient 3, ils boivent un coup ensemble, ils disent ce système, c'est insupportable. Et des gens qui n'avaient jamais fait de politique vont aller dans la rue pour dire ce système, on n'en peut plus. Et au début, ils sont 3, ils sont 300, ils sont 3000, et ils ont fait tomber le mur de Berlin. Aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de changer de façon non violente, mais de façon très forte, de façon très ferme? Est-ce qu'on est capable de dire aux politiques, on arrête les blagues, on arrête les discours, on passe à l'action? Donc on garde l'optimisme, même sur un Et on se remue, et comme on dit poliment, on se bouge. Voilà, parole aux auditeurs. Merci Monsieur Larrouturou, merci très chaleureusement d'être venu avec énergie sur ce sujet ô combien crucial du réchauffement climatique. J'invite nos auditeurs à lire aussi votre ouvrage. Alors il y a la version longue et la version courte. Là. Vous nous avez rappelé en 4 langues, Impact climat pour l'Union européenne. Et ceux qui en veulent plus, vous allez sur le site de Nouvelle Donne, le petit parti, enfin le petit parti avec la fille de Stéphane Essel, avec d'autres gens bien. Donc il y a Nouvelle Donne et vous trouvez plein d'informations et vous pouvez aussi vous engager sur Nouvelle Donne. On mettra les références sur notre site. Vous pourrez aussi réécouter l'émission sur le site de radio, euradio.fr. Merci à Anouk Durocher et Thomas Cox qui m'ont aidé à préparer cette émission et aux équipes techniques du Parlement. Merci de votre écoute et à très bientôt pour de nouvelles chroniques européennes. Bonne journée. Merci.